Et bien le bonjour à toutes et à tous. Marhaba bekoum, c'est Bonjour d'Algérie, votre espace matinal de tous les jours. Nous sommes le mardi 12 novembre, un petit rappel ne fait jamais de mal. Et nous sommes très heureux, comme à chaque fois, de vous retrouver pour passer ensemble 1h30 d'émission en direct. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30, Inch'Allah. Allez, on va vous souhaiter un bon réveil, un réveil en douceur en tout cas. Je ne sais pas si ça existe, mais on va tout faire pour, avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie ce matin. Dans quelques instants, nous retrouverons Ahmed Griga Hassan, qui lui s'intéressera à un imminent savant algérien du XIIe siècle. Il s'agit d'Abou Abdallah Cherif Tlemceni. Ce sera dans la rubrique Les savants arabes. Nassiba Jaïdir, dans sa rubrique Mosaïque, eh bien, elle nous fera découvrir un artiste peintre et pas des moindres. Il s'agit de Abdelrahman Sahraoui qui expose en ce moment à la galerie Mohamed Rassim. Nafa Mezari, dans sa rubrique high-tech, nous expliquera aujourd'hui comment bien choisir son PC portable. Et nous aurons également le plaisir ce matin d'accueillir notre collègue Hanan Bourayou. Elle a réalisé un documentaire sur l'histoire de l'Algérie à l'époque numide. Elle sera parmi nous pour en parler justement. Tout de suite, sans plus tarder, et comme d'habitude, on commence avec la météo, un bulletin présenté ce matin par Mina Abed. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alhamdoulilah. Alors, il pleut encore. Il pleuvra aujourd'hui. toute la semaine. Aujourd'hui et toute la semaine? Pas vraiment. Aujourd'hui tant encore, mieux, bonne demain, nouvelle. petite accalmie après-demain. En tout cas, entre-temps, vigilance sur les routes. Tout à fait. Allons-y. Merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonjour et très bon réveil. Effectivement, aujourd'hui, le ciel restera toujours nuageux, parfois couvert sur l'ensemble des régions nord, avec toujours des pluies assez marquées. Météo Algérie maintient le BMS concernant les régions de l'Est, avec un cumul qui variera entre 30 et 50 mm. Sur la partie est et entre 60 et 70 mm, notamment à Béjaïa, Djidjel et Skikda. On notera des vents plutôt forts, entre 50 et 60 km/h sur les côtes est. Sur la partie sud, on notera un ciel plutôt nuageux. Sur la Saoura, le Nord Sahara, les Oasis, un ciel dégagé. Sur le reste des régions sahariennes, les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord, 17 degrés à Alger, à Naba, 19 à Oran et à Tlemcen, on notera 15 degrés à Tizi Ouzou, 10 du côté de Sétif, 9 degrés à Batna, 16 à Al-Rouat, 23 degrés à Hassim Saoud, 20 degrés à Élysée, enfin 30 degrés à Tindouf. On passe tout de suite à l'Europe pour aujourd'hui. Eh bien, on notera un ciel plutôt couvert à Londres, Paris, encore Dublin, Madrid et Lisbonne, un ciel dégagé à Marseille, voilé à Bucarest. Et puis côté Mercure, on notera 13 degrés à Marseille, 11 à Varsovie, 12 degrés à Budapest, 19 à Bucarest, 22 degrés à Athènes, 13 à Madrid, 9 seulement à Paris, 8 à Londres et enfin 12 degrés à Bordeaux. Place tout de suite à l'éphéméride. Et puis pour plus d'informations, le site de Météo Algérie reste à votre entière disposition, les 3 w.meteo.dz. Très bonne matinée et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Merci beaucoup Mina. Merci à vous. Bonne journée à vous. Bonne journée. Allez, on continue en musique avec Groupe Zahir et Sport Sport.
Voilà, de retour sur notre plateau et on va accueillir la première rubrique du jour tout de suite après ceci. C'est la première rubrique du jour, vous l'aurez compris, la rubrique Les Savants Arabes, présentée comme d'habitude par Ahmed Greghassan. Bonjour Ahmed. Bonjour Soumaya. Comment ça va? Alhamdulillah, saha mouloudkoum. Merci, saha mouloudkoum vous aussi. Alors aujourd'hui on va parler, vous avez choisi de vous intéresser à Abu Abdullah Mohammed ben Ahmed ben Ali al-Sharif al-Idrisi Tlemceni, plus connu sous le nom de Abu Abdullah Sharif Tlemceni. Exactement, parce qu'on connaît, on est on est toujours dans le mois de Rabi al-Awwal, donc oui. On a fêté Rasul alayhi salatu salam, dans peu de temps, Inch'Allah, on va fêter dans certaines régions, il fête Sbour. Donc on a choisi de mettre un peu de la lumière sur la vie d'un grand savant algérien qui est originaire de Tlemcen, mais qui est aussi descendant du prophète alayhi salatu salam. Il fait partie de la famille des Shorfa. Donc c'est pour ça on reste dans la lignée de Sidna Mohammed alayhi salatu salam. Il y a aussi ses enfants et ses descendants qui sont encore parmi nous. Donc voilà, donc pour les mettre un peu à l'honneur. Vous avez choisi de lui rendre hommage en tout cas. Il est né en 710 de l'Hégire, correspondant à l'année 1310 à Tlemcen. À Tlemcen, oui, c'est un pur Tlemcenien. En fait, il est originaire d'un village à côté de Tlemcen que je ne sais pas s'il existe encore. J'ai beau chercher, je ne trouve pas. Peut-être qu'il a changé de nomination. C'est l'Ulwin ou l'Alawin ou peut-être quelque chose comme ça. Parce qu'on dit l'Ulwini. Aussi, on l'appelle l'Ulwini ou l'Alwini. Donc, il y a aussi le mot Ali. Donc, c'est un shérif, il fait partie des shérifs Hassani. Oui. En Algérie, on a les Shourafa, donc les enfants de Idriss. Il y a aussi, avant eux, il y a d'autres shérifs qui sont installés à Ténès. Ils ont même créé une petite principauté, les Souleymanides, qui ont disparu, bon, hélas, malheureusement. Donc, shérif Abu Abdullah shérif Tlemceni, c'est un cas très particulier, très intelligent, très éveillé. Dès qu'il était tout petit, donc vous l'avez évoqué, il est né en 1310. Il a terminé l'apprentissage de tout le Coran à l'âge de 11 ans. Et à partir de là, il a commencé à enseigner aussi le Coran avec son père qui était aussi maître dans une école coranique. Donc il l'a aidé, il l'a enseigné. Et puis il a commencé déjà son apprentissage très jeune. Donc c'est rare où on trouve des enfants qui terminent l'apprentissage du Coran. Ça veut dire que ça lui a pris quelque chose comme 6 ans, 5 ans maximum. S'il a commencé à 5 ans à apprendre. Donc ça veut dire qu'il avait une mémoire, il était aussi très intelligent, il était très vif d'esprit. Donc il a commencé à étudier. Et il a eu aussi le privilège d'avoir 2 grands maîtres. C'est Ibn al-Imam, c'est 2 frères qui sont originaires de la région de Barchek, où leur père était imam. Ils ont voyagé au Orient, ils ont ramené plein de savoir, ils sont installés à Tlemcen. Et là, ils ont créé une grande école où ils ont enseigné. Le sultan de Tlemcen leur a construit une école, Madrasat Ibn al-Imam, et c'est là qu'on est peut-être en train de voir en image. Ça, c'est le mausolée où est enterré Sharif Tlemceni, où certains des rois de Tlemcen sont enterrés aussi. C'est une photo prise par mon ami Mahi Gendouz, qui est chercheur, c'est un ami de Tlemcen, donc je l'ai prise de son Facebook. D'accord. Donc comme je cherchais, et voilà, donc comme il est de Tlemcen, il est de la région, il a identifié le lieu, il a fait un travail merveilleux. Peut-être qu'on verra la couverture du livre qu'il vient de publier sur la vie de Sharif Tlemceni. Donc, il a étudié chez Ibn al-Imam, il a une éducation, des études très profondes. Oui. Et puis, il a étudié chez le Medjasi, chez Tamimi, chez le Barouni, chez le Mesheddali, chez Ibn Abd al-Nour. Et puis, il voyage à Tunis, puis donc, il arrive à Tunis avec Ibn Abd al-Salam, et lui dit, donc il commence à parler, Ibn Abd al-Salam s'arrête, il lui dit, c'est peut-être vous, Sharif Tlemceni. L'autre lui fait, c'est peut-être vous, Ibn Abd al-Salam. Ils se sont connus rien qu'après quelques mots échangés, ils se sont identifiés l'un à l'autre parce que, bon, par renommée, ils ont su que l'un c'était. Et puis il a étudié chez l'Abili. L'Abili, ça c'est quand il est parti à Fès. Parce que
on l'avait déjà évoqué à l'époque, il y avait les guerres entre les trois royaumes, donc les Zianides à Tlemcen, les Mérinides à Fès et les Hafsides en Tunisie. De temps en temps, il y avait l'un qui prenait plus de force, donc il essayait d'occuper tout le Maghreb et de restaurer quelque part le royaume al-Mouhad des Mouhidines. Et donc, il y a eu, cette fois, c'était le Mérinide qui était un peu plus fort. Donc, il vient, il occupe Tlemcen, il prend toute l'élite tlemcenienne qu'il ramène chez lui à Fès pour un peu garnir sa cour avec tout. Parce qu'à l'époque, les sultans garnissaient leur cour avec les ulama, avec les poètes, avec les hommes de lettres. C'est comme ça qu'ils animaient leur soirée, pas autrement. Et donc, il prend aussi Abu Abdullah Sharif Tlemceni et l'autre, il arrive à la cour, il profite de l'occasion pour étudier chez l'Abili et Sitti. Donc, il perdait pas. Même s'il était déjà alim, il était déjà formé, il avait déjà ses connaissances, il avait un background immense, mais il trouve des gens plus savants que lui, il n'hésite pas à étudier encore. L'Abili, encore une fois, c'est le grand scientifique du Maghreb central de cette période, du 8e siècle. C'est l'élève de Ibn al-Banna al-Marrakouchi, qui est la sommité qu'a connue tout le Maghreb à l'époque en termes de sciences exactes. C'est un astronome, mathématicien, etc. etc. Donc, d'ailleurs, le prophète a dit "Tlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd". Exactement. Donc, on ne s'arrête pas. Inch'Allah, on ne va pas s'arrêter. Donc, et puis, il a eu quelques problèmes de jalousie. Bien sûr, il y a toujours des gens jaloux donc, qui ont créé un petit problème entre lui et le sultan mérinide. Il le met en prison pendant 1 mois. Et puis il le libère, bon, il est là toujours. Et au moment où Abu Hammoum Moussa restaure le royaume de Tlemcen, il demande à ce qu'il revienne à Tlemcen. Il revient, il le marie avec sa fille, donc il a une deuxième femme qui est la fille du roi, et lui construit une madrasa de Sharif Tlemceni. Et c'est là où il termine toute sa vie, presque une vingtaine d'années d'enseignement. Il a formé plein de gens. Donc si on donne la liste de ses élèves, oui. En image, donc. Ça, c'est un manuscrit. Oui. Voilà, c'est le manuscrit des Manaqib Tlemceniyin qu'a édité mon ami El Mahi Gendouz. Je l'ai trouvé aussi sur Facebook. C'est juste une page que je ne sais pas, quelqu'un que je ne connais pas qui a mis qui a scanné la photo. Et ça, c'est la couverture. Majmou' fihi Manaqib Sidi Abu Abdullah Sharif والولي الصالح وولديه سيدي عبد الله الغريق والولي الصالح سيدي أبي يحيى رحمة الله عليهم أجمعين. Donc, c'est un livre de biographie de Abi Abdullah Sharif Tlemceni et ses 2 enfants, qui sont aussi ses 2 élèves. Donc, il a un enfant du nom de Mohammed et l'autre du nom de Abdullah Abi Mohammed Abdullah. Et ça, c'est Manaqib Tlemceniyin, publié par El Mahi Gendouz. Donc, voilà. Donc, mon ami c'est la couverture du livre. Donc, c'est très intéressant parce que il y a très peu de biographies en Algérie d'écrits sur les Algériens. Et ça, c'est un écrit en particulier sur une famille. Ça, c'est quand il évoque donc قال أظنك أنت الشريف التلمساني قلت له أظنك أنت ابن عبد السلام فتصفحا. Donc c'est là au moment où on a la rencontre entre les 2 grands savants, Abi Abdullah Sharif Tlemceni et Ibn Abd al-Salam. Donc, donc il a grandi dans une famille de lettrés, c'est ce qu'il a aidé exactement. Un petit peu dans cette soif du savoir. Et puis, donc vous l'avez dit, de Tlemcen, il voyage à Fès au Maroc, puis il revient en Tunisie. Mais c'est à Fès qui va être emprisonné. Oui, 1 mois, un petit mois, c'est pas grave. 1 mois, il revient donc à Tlemcen. Et on s'est arrêté à cette madrasa. À la madrasa de Tlemcen. Et là, il commence une tradition qui va... Je ne sais pas si c'est lui qui l'a commencé, mais disons qu'il l'a ancré. Une tradition qui est devenue toute algérienne. Il va faire l'exégèse du Coran, donc il va faire tafsir le Coran pendant 25 ans. Tel que l'a fait Ibn Badis quelques siècles après. Donc depuis, il y a toujours un savant algérien qui s'occupe pendant des années à faire l'exégèse du Coran pendant des années. Donc une fois par semaine ou tous les jours, donc suivant le programme. Donc il commence à faire tafsir darsan. Donc il donne des cours comme ça au public.
il commence de Al-Fatiha حتى قل أعوذ برب الناس. Donc Cherif Tilimsani, on sait qu'il l'a fait. On n'a pas d'écrit de lui, donc on ne sait pas est-ce qu'il a pris des notes, est-ce que c'est sans notes, est-ce que ses élèves ont peut-être pris des notes qu'on n'a pas retrouvées, est-ce qu'il a dicté, non. Mais il l'a fait Darsen, donc c'est comme ça. C'est vrai qu'il y a peu d'informations sur lui. J'ai essayé hier de checker un petit peu sur Internet. Exactement, mais le peu d'informations... Oui. C'est peut-être notre tort parce que peu d'informations sur lui et c'est exactement. Et c'est le cas presque exactement de lui rendre hommage. Quand je vous dis que Ibn Zumruq a été son élève, quand je vous dis qu'Ibn Khaldoun a été son élève, Ibn Marzouk, Sarraj, donc Al-Shatibi, Ibn Sakkat, Ibrahim al-Msmoudi, qui est le prof de Mohamed bin Youssef Sanoussi bien après, donc, qui relie. Donc tout ça, il y a toute une génération qui a étudié chez Cherif Tilimsani. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Cherif Tilimsani? Il a aussi produit quelques œuvres, donc il a aussi des œuvres. On a vu la couverture de Al-Miftah, donc Miftah al-Wusul ila Bina al-Furu' al-Usul. C'est un livre de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Exactement. Et ça, c'est un sharh de Miftah al-Wusul. Parce que le livre a été tellement important, donc il a aussi été sujet d'exégèse et de considération de plein de savants. Ibn Badiz, je crois qu'il a aussi enseigné donc, dans son école. Donc c'est devenu un polycope, comme on le fait à l'université. C'est devenu une grande référence dans l'enseignement, dans l'éducation des sciences religieuses. Donc il a un livre qu'il a, Sharh Jumal al-Khunji, donc c'est la logique. Il a fait sur les fondements. Il s'est intéressé, il a appelé quelque chose Matarat al-Ghalat fil Adilla, donc les origines des erreurs dans l'argumentation, dans l'argumentaire. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui était qui visait, qui était profond. Donc c'est le mot juste c'est fondamentaliste parce qu'il allait au fondement. Mais bon, maintenant avec la connotation qu'on donne à fondamentaliste, on ne peut pas l'utiliser. Lui, il était spécialiste des fondements, des usul al-fiqh, usuli, plus que d'autres choses. C'est aussi un gars qui a travaillé beaucoup la logique. Donc il revenait aux problèmes peut-être de l'époque, je ne sais pas, donc il faut revenir au contexte, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas apparemment pas produit dans le fiqh pur, il n'a rien laissé dans l'aqida, ça veut dire que c'était peut-être pas un sujet qui était d'actualité, mais il est parti chercher des problèmes pointueux, donc il a fait un travail de fond, exactement. C'est ça, Abou Abdullah Cherif Tilimsani. Ça, c'est la biographie d'Abou Abdullah Cherif Tilimsani à l'entrée d'un lycée à Bni Saf qui s'appelle lycée Abou Abdullah Cherif Tilimsani. Donc c'est pour rendre hommage au lycée, donc c'est très important qu'on donne des noms de nos illustres ulama, de nos savants, au lycée, aux écoles, et qu'on les fasse connaître parce que ça m'a plu parce que c'est pas le cas de tous les lycées ou de toutes les écoles où on met la biographie des ulama ou des gens dont ils portent le nom à l'entrée. Ça, c'est important. Donc, voilà, c'est... Alors, il s'est intéressé à l'astronomie également. Oui. Il était donc astronome, mathématicien et puis théologien d'exception. Logicien, grammairien, donc c'est un exégèse du Coran, il a fait le hadith. Mais de tout ça, on connaît que quelques bribes. Par exemple, on sait qu'il a enseigné le livre de Ibn Sina et c'est son fils qui a étudié ça chez lui. Donc, on a quelques lumières comme ça, quelques bribes d'informations sur ce qu'il a enseigné, quelques titres. Donc on sait qu'il a enseigné ça, il a enseigné bien sûr la logique, usul al-fiqh. Donc pour revenir à son origine, à sa descendance, à son ascendance plutôt, donc Shajat Nasab, Ibn Khaldoun a dit qu'il était Sharif al-Nasab, il a donné un peu sa garantie, il dit que personne ne peut lui dire le contraire. Personne ne peut jeter de la... Comment on dit, personne ne peut soupçonner en fait cette lignée. Donc il est clair qu'il est de cette lignée, c'est un Sharif Nasab. Voilà, donc pour
Et puis, donc, ça ne va pas s'arrêter là, comme on avait dit au début. Donc, Cherif Tilimsani, il va nous accompagner pendant tous les siècles donc, qui reviennent. Donc, et peut-être quelque part dans le monde musulman, il y a quelqu'un qui continue à avoir une riwaya, un sanad qui passe par Cherif Tilimsani, parce que c'est un nœud important dans la transmission de hadith, du savoir islamique. Vous savez que c'est une lignée, donc les maîtres doivent... Donc, ce qui est un peu curieux, c'est que l'un des gens qui ont fait une édition critique de son livre Miftah al-Wusul ila Bina al-Furu' al-Usul, parce qu'à un certain moment, il y a Cherif Tilimsani qui dit que l'une des conditions pour être mufti, il faut connaître le Coran par cœur. Donc, le gars qui fait l'édition du livre, comme lui, il est prof à l'université et il donne la fatwa. Mais comme lui, il ne connaît pas le Coran, il met une note, un bas de page comme ça. Oui, mais ce n'est pas nécessaire. Bon, pour justifier son ignorance. Voilà, donc, voilà, pour terminer avec une anecdote. C'est dit, voilà. Non. On a fini. On a fini avec Cherif Tilimsani, donc voilà, la prochaine fois, on va rendez-vous revenir. donc lundi prochain, Inch'Allah, avec un autre savant algérien peut-être qu'on va rester à Tlemcen. On va rester à Tlemcen. On a un bon choix à Tlemcen. On verra. Mais merci beaucoup, merci Ahmed. à vous. Merci pour avoir donc rendu hommage à l'un des savants donc les plus importants du XIIe siècle, un savant algérien, Abdallah Cherif Tlemceni. Merci beaucoup, Ahmed Ghassan. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Dans quelques instants, on va accueillir donc Nassiba Jaïdir pour la rubrique Mosaïque. Mais avant, on va voir un de ses reportages. Il s'agit du portrait de Mustapha Adjaoud. Regardez. C'est dans son atelier qu'il passe la majeure partie de son temps. Ici, Mustapha Adjaoud donne vie à ses œuvres d'art. Son aventure artistique se poursuit bel et bien. En franchissant le seuil de son univers, il nous fait l'amitié de partager sa passion. Au plus près de ses choix, il finalise sa création. Une création où il met en scène ses émotions. Dans ce lieu de travail, où il associe son fils, cet artiste à la fois céramiste, miniaturiste et enlumineur exprime son talent. Ma première passion, c'est la miniature, n'est-ce pas? Mais comme la miniature ne fait pas vivre son homme, donc j'ai changé, créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc, ils ont appris le métier avec moi. Donc, ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art, il la partage pleinement. Ses enfants ont baigné dans cette atmosphère dès leur plus tendre enfance. De nombreuses réalisations sont passées par cet atelier. Un atelier qui a pour chef d'orchestre un artiste au parcours imposant et aux références bien établies. Des années de travail, de recherche et d'exploration. Un savoir-faire transmis pour que chacun de ses enfants puisse voler un jour de ses propres ailes. Je dirais que c'est une très belle aventure, surtout avec un maître. Je l'appelle moi, c'est un ami, un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique. En nous ouvrant la porte de son atelier, Adjaoud nous raconte son univers créatif. Une carrière, des études artistiques, un parcours rythmé par de nombreuses expositions. Au fil des années,
il met au point et développe plusieurs collections. En conjuguant maîtrise technique, concentration et sens de l'observation, toutes ces formes s'allient à la matière. À son travail, cet artiste a su insuffler une aura à chacune de ses créations. Entre tradition et modernité, il développe son propre langage. Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra, que, bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles, toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici. Il y a un travail qui m'attend, un très grand travail qui m'attend. Entre une création et une autre, Mustapha Hadjaoud se consacre au jardinage. Il marque un temps de pause en maniant pelle et râteau. Et ce qui le comble de joie, c'est la présence de ses petits-enfants. Entre l'atelier et son jardin potager, cet artiste a de quoi meubler son quotidien. Voilà, on a entendu sa belle voix, on va l'accueillir. Voici Nessiba en chair et en os. Marhaba bik Nessiba. Comment ça va? Ça va, très bien. Bonjour Soumeya. Bonjour à vous tous. Ravi de vous retrouver. Ben voilà, nous sommes très contents de vous retrouver également ce matin. Alors Mustapha Hadjaoud, artiste plasticien très talentueux qu'on vient de découvrir en images. Tout à fait. Grâce à votre reportage. Non? Absolument, on a passé un petit moment dans son atelier. Il nous a fait l'amitié de franchir le seuil de son univers. Ça a été une journée fantastique. Franchement, on l'a vu à l'œuvre, on a vu comment il travaille dans son atelier. Et en fait, il touche à différents supports. Il est à la fois céramiste et calligraphe. C'est un artiste au parcours artistique riche, imposant. Et il a un parcours aussi rythmé par de nombreuses expositions. Il a un parcours vraiment très riche. Franchement, on a eu l'honneur et le plaisir de partager un moment avec lui dans son atelier. Il travaille maintenant avec ses enfants, ses deux fils. On a vu un seul, mais il travaille avec les deux fils. Et ils ont hérité de leur papa, aussi bien pour la calligraphie que la céramique. D'accord. Et il a eu à exposer aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il est beaux-artiste. Il fait partie du moins des premières promotions qui sont passées par l'École nationale des beaux-arts. Et en fait, il a vraiment un parcours vraiment très riche. Voilà, c'était l'occasion ce matin de le redécouvrir avec vous, Nessiba, et de lui rendre hommage, encore une fois. Absolument. Ben voilà. Par contre, aujourd'hui, vous avez choisi de vous intéresser à un talentueux artiste peintre issu de Tiaret. Il s'agit de Abdelhamid Sahraoui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, il expose depuis samedi dernier à la galerie Mohamed Rassim. Une très belle galerie dans laquelle, d'ailleurs, justement, Hadjaoud a exposé à plusieurs reprises. C'est une galerie d'art qui a toute une histoire. Déjà, elle porte le nom de l'illustre miniaturiste Mohamed Rassim. Tout à fait, algérien. Et c'est une galerie qui a reçu de grands noms, qui a accueilli de grands noms de la peinture algérienne, pour ne citer que Khedda, Issiakhen, Mesli, Yelles, Mohamed Ghanem. En fait, la liste est très très longue. Soumeya, oui, Baya aussi. Donc, et c'est une galerie qui a été inaugurée au lendemain de l'indépendance en 1963.
Et elle était gérée par l'Union, gérée et animée par l'Union nationale des arts plastiques. Et maintenant, cette association a passé le flambeau à l'établissement Art et Culture qui gère actuellement cette galerie, qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps et qui accueille des expositions, des artistes aussi qui viennent de différentes régions d'Algérie, donc qui n'ont pas assez aussi de visibilité et donc l'établissement Art et Culture leur offre la possibilité et l'opportunité d'exposer dans cette galerie d'art. Alors cette semaine, c'est Abdelhamid Sahraoui qui est à l'honneur. Il est physicien de formation, et de profession aussi. Et il est originaire, vous venez de le dire il y a un petit moment, de Tiaret, plus précisément de Souguer. Et cet artiste a eu à enseigner durant un petit mot, donc juste sur son côté professionnel, il a eu à enseigner la physique dans des lycées, il a fait de l'assistanat aussi à de nombreuses reprises dans les universités. Il a aussi enseigné Soumiya dans un lycée en Tunisie. Il avait fait un petit séjour en Tunisie. D'accord. Et là, donc, si vous permettez, on va retracer un tant soit peu son parcours. Alors, c'est un parcours aussi atypique. Il a, donc, dès sa plus tendre enfance, il a baigné aussi dans l'art. Dès sa plus tendre enfance, sa maman était couturière. Et lui, il adorait dessiner aussi. Il adorait dessiner, peindre, et au lycée aussi, ses camarades étaient très curieux de voir ses dessins. Et petit à petit, il a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Et il a eu à exposer à plusieurs reprises dans des galeries d'art. Il a aussi exposé lors de salons, dans des événements, lors de manifestations culturelles. Il a exposé dans des salons à plusieurs reprises. C'est des salons qui sont dédiés aux arts plastiques, Soumeya, et qui pratiquement sont organisés en général par les directions de la culture. Alors c'est un moment c'est une opportunité pour les artistes de rencontrer d'autres artistes et des salons qui accueillent à la fois des professionnels et des artistes autodidactes. C'est une occasion de partager, d'échanger des expériences, et il y a toujours des conférences qui gravitent autour des salons. J'ai à couvrir plusieurs reprises des salons et c'est fort sympathique, l'ambiance est bonne, les artistes sont pris en charge tout au long de la semaine et ils font pas mal de choses, ils se rencontrent. Donc il a pratiquement sillonné, c'est ce qu'il m'a dit, d'après ce qui m'a été dit, il a sillonné pratiquement toute l'Algérie, d'est en ouest, le sud, et ça a été une belle opportunité de rencontrer des artistes et aussi de présenter ses œuvres d'art. Et peut-être de représenter sa région également. Absolument, tout à fait, absolument. National. Et il a eu aussi à participer aux grandes manifestations, aux grands événements culturels. Alors, ça a été l'année de l'Algérie en France en 2003, Alger, capitale de la culture arabe en 2007, Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, et en 2015, ça a été Constantine, capitale de la culture arabe. Donc là, il a eu à rencontrer des artistes venus de différents pays, des artistes internationaux. Ça a été une très très belle expérience pour lui et il en garde un excellent souvenir. Alors sa première expo, si on a encore un peu de temps avant de découvrir le reportage, elle remonte à 2000 et c'était au niveau d'une galerie d'art qui se trouve à la rue Asla Houssine, qui est gérée par l'établissement Art et Culture. Non, malheureusement non, en 2000 j'étais sur autre chose. D'accord. Voilà, j'étais en 2000, j'animais une rubrique consacrée aux associations. D'accord. Mais même comme ça, en solo, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. D'accord. Et il y a eu aussi... C'est pas grave, puisque vous vous êtes rattrapé tout de suite après. Et il y a eu le salon d'automne aussi. Oui. Si vous en avez entendu parler, le salon d'automne, il y a eu au moins une dizaine d'éditions qui étaient organisées là régulièrement au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Mais là, il a disparu, ce salon d'automne, on le voit pas, ça fait 2 ou 3 éditions, ils ont sauté 2 ou 3 éditions. Et c'est dommage parce que il y avait une visibilité des artistes qui viennent de différentes régions d'Algérie qui exposent. Il y a des jeunes talents, on va à la découverte de jeunes talents, d'artistes qu'on ne connaît pas. Il y avait le salon du petit format également. Qu'on ne connaît pas, oui. Là, c'est organisé
organisé, le salon du petit format, c'est organisé par une galerie d'art privée, hein, d'Al-Kaz. Mais là, le salon d'automne, c'est organisé par le Palais de la Culture Moufdez El-Kéria, qui est sous tutelle du ministère de la Culture. Et le commissaire d'exposition, c'était Dokman. Donc, il était commissionné différentes régions d'Algérie, il participait à de nombreuses expositions. J'ai un bon souvenir parce que j'ai quand même eu à réaliser des reportages au niveau des différentes éditions. Et c'était une belle expérience, aussi bien pour les artistes que pour moi, parce que ça m'a permis quand même de rencontrer beaucoup d'artistes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et pour terminer, avant de voir le reportage, il a aussi pratiquement, j'avais dit qu'il avait à son actif de nombreuses expositions, mais il a participé à une biennale d'art contemporain organisée par l'association Sive Oeil à Oran. En fait, j'ai tout dit, hein, j'ai pratiquement retracé son parcours, c'est un parcours qui est quand même, riche, ça se fait pas voilà, c'est un parcours quand même assez riche. Ouais. Et là, actuellement, il expose donc à la galerie Mohamed Al-Hassim. Plus d'une 60aine d'œuvres d'art à la galerie Mohamed Al-Hassim. Si vous voulez bien, on va découvrir le reportage. On va découvrir votre reportage, Nassiba. La galerie Mohamed Al-Hassim, vous l'avez dit, accueille une 60aine d'œuvres d'art de l'artiste peintre Abdelhamid Sahraoui à travers cette exposition. Regardez, c'est signé Nassiba Jaïdir. Artiste, je vois des choses que j'admire en fond de moi-même et j'essaie d'une manière ou d'une autre de les créer, de les mettre en œuvre pour donner ce qui est bien, ce qui est beau dans l'art. C'est une passion pour moi. Je me retrouve à travers une couleur, je me trouve à travers un tableau, je me trouve à travers une œuvre, donc ça me... C'est les couleurs pour donner ce qui est beau, la couleur en elle-même, la lumière en elle-même. C'est une onde d'électromagnétisme, longueur d'onde qui est différente et qui donne des couleurs différentes, du visible entre 0,4 et 0,8 angstrom. Donc, il y a des millions et des millions de couleurs. Donc, à chaque couleur, à chaque relation entre les couleurs donne une œuvre, donne une beauté, donne quelque chose de beau. Face à ces tableaux, libre à chacun d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Des questionnements et des suggestions tout en essayant de comprendre. Dans ces peintures semi-abstraites, il y a tout un cheminement de l'âme. Des peintures où l'artiste utilise des techniques mixtes et différents supports de travail. C'est un parcours de presque 20 ans. Les techniques, c'est des techniques mixtes, collage, couteau, pinceau, c'est-à-dire pas mal de méthodes de travail sur l'œuvre, sur le support. Donc j'essaierai avec n'importe quel moyen de faire sortir l'œuvre. Inspiré, motivé et passionné, Sahraoui a toujours cette envie d'aller de l'avant et au-delà. Dans une démarche artistique en perpétuel renouveau.
belle exposition, n'est-ce pas hein? Oui, c'est une exposition magnifique, franchement, qui m'a vraiment interpellée, Soumeya. Oui. Et franchement, je ne m'attendais pas à découvrir autant de talent. Vraiment. Et c'est un artiste qui ose, il a de l'audace créative. Hein, il a vraiment de l'audace. Il travaille sur différents supports. Bon, là, au niveau de cette exposition, exceptionnellement, il n'y avait que de la toile. Et il y avait du papier, il a travaillé sur papier et de la toile. Il travaille avec de l'acrylique, et c'est pas facile de travailler avec l'acrylique, hein, d'après tous les échos que j'ai des artistes. Et quand il a exposé ses sous-verts, il donne il y a l'effet aquarelle, c'est ce que j'ai remarqué dans certains de ses sous-verts. Hein. Et il travaille avec différents outils de travail. Par exemple, il travaille, c'est-à-dire tout ce qui lui passe sous la main. Alors, bon, en dehors du couteau, mais il utilise le couteau professionnel, hein, et même les différents couteaux de cuisine aussi, hein, la fourchette aussi, le clou. Pas mal de des épices, non? Oui. Non, les épices, pas celui-là. C'était un autre artiste qui utilisait des épices. Oui, qu'on avait reçu. Il y a quelques semaines. Vous avez bon souvenir. Voilà. En fait, c'est ça, l'artiste contemporain, il ose, il innove. En fait, c'est-à-dire que justement, il essaie par tous les moyens de surprendre. Exact. Bien sûr, il est passé par l'académisme tout au début. Bon, c'est un artiste autodidacte, mais il est passé par le réalisme, le figuratif, c'est tout à fait normal. Il a maintenant, 20 ans d'expérience. 20 ans, exactement. Vous avez vu juste Soumeya, il a 20 ans d'expérience dans le domaine. Et il s'est quand même fait un nom sur la scène artistique algérienne. Et puis bon, cela dit, il a aussi exposé, j'avais oublié tout à l'heure de le dire, quand on a retracé son parcours, il a exposé aussi au Maroc, en Tunisie, en France. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, en France notamment à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, la manifestation. Et donc, si on revient à son travail, il utilise donc des techniques mixtes et il se laisse surprendre, il se laisse guider par son inspiration, il se laisse guider par sa ferveur artistique et c'est au gré de ses coups de cœur, de son inspiration qu'il travaille, au gré aussi de ses états d'âme. C'est ça, de ses humeurs aussi, oui, au gré de ses humeurs, tout à fait. Et il n'a pas un temps précis, bien entendu, il travaille en parallèle parce qu'il faut bien vivre. Exact. Et il ne peut pas vivre de son art. Et il est physicien de formation. Absolument. Et de profession, c'est pas rien, ça lui prend beaucoup de temps également. Et justement, il y a une petite influence de la physique sur son travail. Oui, il en a parlé, justement. Oui, il en a parlé. Les couleurs, les formes. Absolument. Et il essaye maintenant, il a cette volonté d'aller de l'avant et au-delà pour arriver à un travail de maturité. Et c'est tout à fait normal pour un artiste qui a quand même 15 ou 20 ans d'expérience derrière lui. Et c'est ça son objectif. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, il essaye de faire plus, d'aller de l'avant et plus loin. Et c'est comme ça qu'il s'est imposé sur la scène artistique algérienne, bien que ça fait quelques années qu'il n'a pas exposé. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'il n'a pas exposé, mais là, il préparait son exposition. On n'a pas tout filmé, hein, pratiquement, parce que c'était pas évident. Et puis, il y avait je tiens à le souligner, parce que ça, au niveau de cette galerie, qui a quand même un nom, une histoire, elle a été restaurée, certes, mais elle gagnerait aussi à être mieux entretenue, parce que, point de vue spot, il y avait des problèmes d'éclairage qui se sont vraiment posés au moment du tournage. Donc, on n'a pas pu, malheureusement, tout filmer. Il y avait des spots, il y avait un petit problème d'électricité, il y avait des spots qui manquaient. Donc, alors que la lumière est très, très importante. Tout à fait. Est très très importante quand le spot est dirigé vers l'œuvre. On voit mieux l'œuvre et c'est quand même très important. Ces détails également. Il y a des tableaux qui me tenaient à cœur, que j'aurais bien voulu les partager à travers le reportage qu'on a eu à réaliser. On aurait pu les filmer et les partager avec nos amis téléspectateurs, mais on n'a pas pu. Mais bon, l'exposition, si vous êtes de passage, elle va durer 1 mois. Et donc faites-vous plaisir et allez du côté de l'avenue Pasteur. Donc 1 mois jusqu'à... 1 mois, donc ça va nous mener, on est le 10. Le 12 novembre. Oui, le 12. Décembre, vers le 10 décembre à peu près. Voilà. En général, il y a une exposition par mois au niveau de la galerie Racine. Des fois, elle dure un peu plus quand il y a un décalage, quand le calendrier n'est pas respecté. Parce que très souvent aussi, les artistes ne sont pas toujours au rendez-vous. Certes, ils sont tenus par une date, mais des fois...
il y a de la traîne, ils sont pas prêts et du coup l'exposition, au grand bonheur de l'artiste, elle dure. Poursuit. Oui, elle se poursuit, elle dure un mois et demi. Voilà. Une autre question à poser? Non, c'est bon. C'est bon. On je a pense tout qu'on dit. a fini. On a tout dit. On a C'est comme vous fini, voulez. Nasiba. C'était en tout cas intéressant. Vous avez rendu hommage à Mustafa Adjaout, tout à fait au début. Et puis là, vous nous faites découvrir Abdelhamid Sahraoui. Peut-être la prochaine. Qui a un style bien particulier. Particulier, exactement. Peut-être que pour les œuvres que vous n'avez pas, qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas pu filmer cette fois, ça ne sera que partie remise. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Nasiba. À la semaine prochaine. Je vous en prie. Voilà, on va aller du côté de Riyad El Fath, à la salle Ibn Zaidoun. En ce moment, c'est le festival du film d'Alger qui se déroule là-bas. Il y a des projections de films documentaires, de longs métrages, mais ça c'est comme à chaque fois. La nouveauté cette année, c'est la projection de courts métrages et c'est Sabrina Khlefi qui nous y emmène. Depuis jeudi passé, la salle Ibn Zaidoun abrite la 10e édition du Festival international du cinéma d'Alger. La nouveauté de cette année est l'entrée en compétition des courts-métrages s'ajoutant aux documentaires et aux longs-métrages, avec 8 films par catégorie et 7 films hors compétition. Les projections des films en compétition seront au niveau de la salle Ibn Zaidoun, tandis que la salle Cosmos arbitrera les films hors compétition ainsi que les rediffusions. En tant que partie, Cette année, le festival est aussi une occasion pour rendre hommage à Moussa Haddad qui nous a quittés le 17 septembre dernier. Le festival se déroulera jusqu'au 16 novembre où les 2 derniers jours seront consacrés aux films en hors compétition. So it has only 2 flights a week. First possibility, tomorrow afternoon, direct flight from Zurich. And then only to Scottish. Voilà, de retour sur le plateau de Bonjour d'Algérie, on va accueillir Nafa Mezari pour sa rubrique high-tech. Bonjour Nafa. Bonjour Amel, bonjour à tout le monde. Moi c'est pas Amel. Ah pardon. Amel elle est à la régie. Elle est dans mes pensées. J'étais avec elle en train de discuter. C'est encore... hier c'était Myriam. Carrément. Oui. On m'a appelé Myriam et aujourd'hui c'est Amel. Alors spéciale dédicace à Myriam Akka qui a Amel Almi ce matin. Bonjour Soumaya. Voilà, merci beaucoup. Enfin, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah et vous? Alhamdoulilah. Alors, on va parler d'ordinateurs portables. Les ordinateurs portables qui ont connu une évolution phénoménale. Malgré l'émergence des smartphones, les PC portables demeurent un outil indispensable pour travailler, pour faire des recherches ou encore regarder un film tranquillo. N'est-ce pas, Nafa? Tout à fait, Soumaya. Il y a presque maintenant 40 ans que le premier ordinateur portable a été créé. Il a vu le jour, donc c'était un ordinateur qui pesait 10 kilos. Qui avait un écran à peine aussi grand qu'un écran d'un smartphone. Et donc, mais depuis, les ordinateurs portables, on les appelle communément maintenant les laptops. Ouais. Donc,
n'ont cessé de se développer, de changer de look, de fonctionnalité, de s'adapter aux besoins des changements des utilisateurs, justement. Aujourd'hui, personne ne peut s'en passer pour travailler ou, comme vous avez dit, faire une recherche ou même regarder un film ou une série. Avant, c'était limite un signe de richesse. Avoir un ordinateur portable à une certaine période de cette vie, c'était un signe de richesse, tandis que maintenant, c'est vraiment accessible à tout type de bourse, justement, pratiquement tout. C'est parfois moins cher qu'un smartphone. Exactement, parce que toutes les marques d'électronique s'y sont mis, on va dire, à construire leur propre. D'ailleurs, même des marques locales qui se sont lancées dans les ordinateurs portables, différents modèles, de différentes couleurs, pour chaque type d'utilisation, on va dire. Donc, il y a actuellement 3 ou 4 types d'ordinateurs portables. On peut citer les notebooks, donc c'est les ordinateurs à taille classique qu'on voit pratiquement chez tout le monde. Il y a ce qu'on appelle les netbooks qui sont nettement plus petits, donc qui sont plus pratiques à déplacer, à brancher sur des périphériques comme ça pour qu'on puisse les porter. Les ultrabooks qui sont un peu plus développés, mais ils sont ultra fins, qu'on peut mettre même dans une enveloppe, comme le montraient certaines publicités, on va dire. Et on a actuellement ce qu'on appelle les laptops hybrides, qui sont un mélange entre tablette et laptop, justement. C'est une sorte de tablette ou un écran tactile avec qui on peut brancher directement son clavier. Et on a en fait les deux fonctionnalités. Voilà, alors le problème, c'est que le choix est tellement vaste qu'on ne sait plus pour quel ordinateur portable opter. On est quelque part perdu. Une question qui revient souvent, pour quelle marque faut-il opter? Comment bien choisir son PC portable? C'est vrai, Soumaïa, qu'avec le large choix qu'on a, on est vraiment perdu face à de grandes vitrines avec un nombre incalculable de modèles. D'ailleurs, c'était une question qu'on me posait souvent quand je travaillais dans le domaine de l'informatique. Quelle est la meilleure marque d'un ordinateur portable? Et pourquoi? Parce qu'un utilisateur voudrait au moins acquérir, pour certaines personnes c'est un investissement, et donc acquérir le meilleur ordinateur portable. Eh bien, c'est pas une affaire en fait de marque, mais plutôt une affaire de configuration. Il faut d'abord situer et bien identifier son besoin. Chaque modèle, on va dire chaque configuration a sa propre utilisation, et il existe à peine 1 ou 2 constructeurs en fait qui fabriquent eux-mêmes les composants de ces ordinateurs. Et la plupart des autres marques font du montage, et par conséquent on va dire qu'elles se ressemblent à un certain moment, puisque toutes les mêmes composantes sont achetées chez les mêmes fournisseurs au même prix. Donc si votre utilisation va se limiter à un usage dit bureautique, à savoir de la saisie, du traitement de texte, effectuer des recherches sur Internet, ou là, on va dire l'utilisation pour les loisirs basiques, à savoir la musique et les films, les modèles d'entrée de gamme sont largement suffisants. Je veux dire car la plupart se rapprochent en matière de configuration. La configuration, on va dire basique, est avec un processeur de double cœur, 4 Go de RAM, 500 Go de disque dur, avec bien sûr les connectivités qu'on connaît, Wi-Fi, Bluetooth. Et donc par conséquent, cette configuration va permettre à ce type d'utilisateur d'être vraiment à l'aise. Et le prix de ces modèles, c'est-à-dire dans le marché local, peut varier entre 40 000 jusqu'à 50 000, 55 000 dinars. C'est vraiment le PC de base qui peut satisfaire les étudiants, les employés et tout ce qui va avec. Après, il y a d'autres utilisateurs, on va dire un peu plus demandeurs de puissance, comme les graphistes, les architectes ou même certains gamers, c'est-à-dire qui jouent aux jeux vidéo. Donc ils ont besoin de machines plus performantes. Les logiciels qu'ils utilisent sont plus gourmands en matière de mémoire, donc, et en matière de carte graphique, et donc automatiquement cela va de soi que le prix aussi va augmenter, puisque certains modèles peuvent frôler les 150 000 voire les 200 000 dinars, mais c'est tout à fait normal étant donné qu'ils proposent je veux dire des performances très développées. Après, il y a aussi ceux qui préconisent la taille, et on revient au modèle de laptop comme les netbooks et les ultrabooks, qui sont très légers, voire comme des tablettes à prendre avec soi, pour qu'on puisse avoir leurs documents par exemple à proximité, et puisse les brancher par exemple sur un vidéoprojecteur pour une présentation, quelque chose comme ça. Après. Mais en même temps, ce n'est pas parce que c'est petit que c'est pas cher, étant donné que ça contient de la nanotechnologie, et donc c'est encore plus cher, on va dire, sur certains modèles que les modèles classiques. Exact. Alors, est-ce qu'ils ont une durée de vie, et puis que faire avec un vieux PC? C'est vrai que
plus on avance dans le temps et les produits informatiques ou les produits high-tech deviennent obsolètes en fait de plus en plus vite, notamment à cause du développement des nouvelles technologies qui remplacent quelques temps après, c'est-à-dire on achète un téléphone ou on achète un laptop, il est rapidement obsolète. Pourquoi? Parce que justement il y a quelque chose de nouveau, de plus performant, de plus rapide et tout. Ça va vite, ouais. Cela dit, la durée de vie d'un laptop varie selon son utilisateur et bien évidemment selon notre entretien de ce laptop. Comme je disais, par exemple, un utilisateur classique qui va utiliser son ordinateur pour saisir des textes, rédiger ou faire des recherches sur Internet ou même regarder des films, sera toujours satisfait par son ordinateur tant qu'il marchera. Donc il faut juste en prendre soin, notamment en matière de recherche de batterie, parce que c'est vrai qu'on n'a pas connaissance justement de certaines normes. Il faut savoir qu'une batterie a une durée de vie très limitée, un nombre de charges. Automatiquement, ce que je conseille, c'est de charger justement la batterie à 100% et à partir de là, tant qu'elle est 100%, on débranche son chargeur. Parce que le laisser pour économiser la batterie et ne pas l'utiliser, c'est l'abîmer en fait. Et donc la durée de vie va nettement diminuer de cette batterie. Par conséquent, l'ordinateur portable perdra sa faculté d'être portable et donc deviendra un PC fixe, exactement, qu'on est obligé de brancher par secteur. Il y a aussi les autres utilisateurs dont les besoins vont évoluer rapidement aussi, comme les graphistes ou certains architectes, et même les logiciels qui sont en train de développer vont demander plus de mémoire, plus d'espace de stockage, des cartes graphiques plus performantes, et là on va dire qu'un PC portable de cette catégorie, la durée de vie va varier entre 1 année, voire 2 ans, maximum 3 ans, parce que c'est vraiment la durée maximum avec laquelle on peut rester avec le même portable pour des performances importantes. Et donc pour revenir à la question quoi faire avec un vieux ordinateur portable, donc si on peut le revendre pour amortir un nouvel achat, pourquoi pas, c'est tant mieux pour nous. Ouais. Après bien sûr il serait formidable de le léguer à quelqu'un qui pourrait éventuellement faire bon usage, étant donné que nous on peut plus l'utiliser, on a besoin de plus, donc il y a des personnes qui sont dans le besoin, et faire un don à une école, à une association, c'est encore mieux. Voilà, c'est dit. Alors aujourd'hui, avec l'évolution du smartphone, la guerre entre le PC portable et le smartphone est déclarée. Qui l'emporte selon vous? La guerre entre les laptops et les smartphones. C'est vrai que les smartphones, bon, si on se base sur le temps passé sur chaque produit, il n'y a rien à dire. Le smartphone l'emporte largement, c'est logique d'ailleurs. On passe plus de temps sur son téléphone à peut-être jouer, à naviguer sur son... On peut tout faire sur son smartphone. Exactement, naviguer sur les réseaux sociaux, étant donné que c'est quelque chose de petit qu'on a dans la poche. Automatiquement, on le sort plus souvent qu'un laptop qu'on ne va pas sortir dans les... Par exemple, le 3310 qui fait beaucoup de bruit c'est surtout, qu'on pose avec. C'est surtout dans les transports en commun, par exemple. C'est sur le quotidien qu'on ne va pas, on va dire, s'embarquer à sortir son laptop devant tout le monde et tout. D'ailleurs, pour écouter de la musique, c'est encore plus pratique de prendre un smartphone ou quelque chose comme ça. La majorité des cas, en plus, on travaille moins qu'on est dans les loisirs. Automatiquement, donc on passe plus de temps sur les smartphones. Reste que pour travailler, les smartphones ne pourra pas rivaliser contre les laptops, c'est clair. Un grand clavier pour écrire, on va dire, d'une manière tranquillo. Exactement. Avec son grand écran, on peut le brancher avec une imprimante, un scanner. On a des travaux. On peut certes checker ses mails sur son téléphone, mais on ne peut pas, par exemple, faire une présentation sur son téléphone. On ne peut pas rédiger un rapport tranquillement sur son téléphone aussi. Sans parler des travaux de graphisme ou de 3D, même le laptop là va céder sa place à un ordinateur également. Exactement. Tout type de logiciels de bureautique qui vont nécessiter quand même un clavier, une souris classique. Il est clair qu'aujourd'hui, avec un smartphone, on peut pratiquement tout faire. Tout faire, oui. On peut rédiger, on peut, quand on a... on a la vue, et quand on a la patience. Oui, c'est petit, c'est pas grave. Non, pour rédiger quelques messages, ce qu'on appelle, d'ailleurs, le short message system, c'est des petits messages limités à 160 caractères. Même chatter avec quelqu'un sur une messagerie, ok. Mais
rédiger, c'est-à-dire un rapport avec plusieurs pages ou travailler C'est sur bien des, plus sur des pratique graphismes. avec un Exactement, PC c'est beaucoup plus pratique. Avec son PC portable. Exactement. Alors le PC portable a de beaux jours et de longs jours devant lui du coup. Nafa? On reste sur l'idée que voilà, c'est un outil indispensable de nos jours, même si on voit de plus en plus de modèles se développer, aller vers on va dire le wireless, c'est-à-dire la connectivité sans fil et tout. Mais reste que le modèle classique a de beaux jours devant lui, que ce soit pour travailler ou pour les loisirs justement. Regardez un film. Voilà, je réitère juste on va dire mon conseil pour la bonne utilisation de ce matériel, que ce soit pour le charger, le garder, on va dire, le garder en forme pour en faire profiter d'autres ou pour pouvoir le revendre à un bon prix. Alors souvent on le met sur sa couverture ou sur sa couette quand on est allongé ou quand on est tranquille dans son lit. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Qu'il ne faut pas faire, que ce soit pour la santé d'ailleurs. Oui. Puisque, et pour la santé du PC également. De la santé du PC, la santé de l'usager justement, puisque il est composé de plusieurs, on va dire, connectivités sans fil. On ne connaît pas exactement maintenant le risque détaillé de ces produits sur la santé de l'humain, mais éventuellement essayer d'éloigner le plus ce genre de matériel, voilà. Tout comme le smartphone, c'est-à-dire l'avoir collé directement à son corps, voilà. Après, pour le matériel aussi, le laisser coller comme ça, donc l'empêcher d'avoir une ventilation exactement qui va lui permettre d'avoir de bonnes performances, de la poussière qui va s'accumuler. La charge à temps plein va aussi abîmer la batterie. Et donc, sa durée de vie diminue. Exactement, sans parler bien sûr du soft. C'est-à-dire le logiciel, les logiciels qu'on installe et tout, il faut toujours rester sur des choses officielles, ne pas s'aventurer avec des logiciels, on va dire, piratés, qui peuvent aussi avoir des failles. On va se retrouver avec un ordinateur virusé. Donc voilà. Et ça, c'est pas gagné. Oui, exactement. Donc il faut rester sur une utilisation saine, on va dire. Voilà, merci beaucoup Nafa. Merci à vous Soumaya. À la semaine prochaine. Inch'Allah. Bonne journée. Merci beaucoup. Et puis comme on dit à la télé, à tout de suite madame, monsieur. Tout de suite après ceci. Regardez.
retour sur notre plateau. On va profiter du passage de Nafar Mezari, la rubrique high-tech, pour annoncer l'actualité des startups. Alors, Canal Algérie consacre une émission sur NASA Space Apps. C'est le concours des meilleures applications lancé par la NASA en 2012 pour répondre aux problématiques que rencontre l'agence spatiale sur Terre et dans l'espace. L'Algérie participe, et ce pour la 5e fois consécutive. Concours Ablida et images ce soir à 19h30 dans l'émission Startup sur Canal Algérie présentée par Kamel Swig. Et nous allons accueillir tout de suite notre collègue Hanan Bourayou. Elle est journaliste à la télévision algérienne. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Somaya, bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal Algérie. En tout cas, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste reporter à la télévision algérienne. Vous avez 15 ans d'expérience à votre actif. Aujourd'hui, vous vous intéressez à la réalisation également. Vous avez réalisé un documentaire sur l'histoire de l'Algérie à l'époque numide. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant, on va parler de cet hommage. Cet hommage organisé par la direction de la culture de la wilaya de Souk Ahras à la cinémathèque de Souk Ahras en l'honneur de la télévision algérienne. C'est exactement ça. À l'occasion donc du 57e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision nationale, et puis à l'occasion de la célébration du 1er novembre où vous avez été donc présente, Hanan Bourayou. Oui, c'est exactement ça. Nous avons été invités par la direction de la culture de la wilaya de Souk Ahras, que je remercie infiniment. Ils nous ont rendu un hommage pour la télévision algérienne et même pour l'équipe technique qui a participé à la réalisation de ce travail. Et on était très ravis d'avoir été très bien accueillis au niveau de la wilaya de Souk Ahras et d'avoir cet hommage à la télévision algérienne et à l'équipe technique qui a participé à ce travail-là. Et on va voir votre reportage. On va suivre donc ce reportage qui concerne la projection du film documentaire réalisé par vous-même, Hanan Bourayou, qui s'intitule Le Royaume numide, Numidie la majestueuse. La projection qui a eu lieu le 31 octobre dernier à la cinémathèque de Souk Ahras. Regardez, c'est signé Hanan Bourayou, récit de Kherdin Khaldoun. À l'occasion de la célébration de restitution de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne, la direction de la culture de la wilaya de Souk Ahras a organisé la 2e projection du film documentaire Royaume numide, Numidie la majestueuse, produit par la télévision algérienne et réalisé par Hanan Bourayou. هذا النشاط اللي يتعلق بالجانب السينمائي يتزامن والجزائر تعيش غمرة الاحتفالات بالذكرى 65 لاندلاع الثورة التحريرية الكبرى. أردناه أن يكون يعني حاضرا في هذه المناسبة العزيزة والغالية على كل الجزائريين لغرض أن يتعرف المواطن والمجتمع وبالخصوص مواطنو وسكان ولاية سوق أهراس على تاريخ يعني الحضارات المتعاقبة على كل الجزائر وبالخصوص هذه المنطقة التي عاشت جزء هام في حقبة تاريخية كانت مرت من هنا. La projection a été suivie par un nombre d'intellectuels, de chercheurs en histoire et en archéologie, ainsi que des comédiens et des cinéastes. Le public présent a notamment apprécié le thème abordé, mais surtout son niveau de réalisation technique et artistique. العرض كان حقيقة شامل وملم. أنا نعتبره إضافة جميلة إلى التاريخ وخاصة لمدينة سوق أهراس. أنا نشكر كل من ساهم في هذا الإنتاج القيم، وإن شاء الله يكون امتداد إلى إنتاج أضخم وأعظم منه إن شاء الله. كانت إضافة جيدة للسينما الجزائرية. بالنسبة لنا احنا سوق أهراسية كنا محتاجين انه نتفرجوا نوع من الافلام هذه اللي تعرف بالتاريخ تاعنا، اللي تعرف بالتاريخ تاع طاقس، تعرف بالتاريخ تاع سوق أهراس. صافي بليزير انه العبد يجي يثقف في الامور هذه. La fin de la projection fut l'occasion de rendre hommage à la télévision algérienne pour la production de ce film. لاستلام هذا التكريم كذلك
نيابة عن مؤسسة التلفزيون الجزائري. Ainsi qu'à l'équipe technique et à la réalisatrice pour l'effort consenti à l'aboutissement de ce projet. Cet hommage fut aussi une reconnaissance à la télévision algérienne qui a pour volonté de promouvoir et de sauvegarder l'identité algérienne authentique. في هذا الإطار التلفزيون الجزائري على هذا العمل الرائع. صاحبة الفكرة والإعداد. بهذه المناسبة نتقدم بجزيل الشكر لولاية سقراس على هذه المبادرة، وهذا الشيء لا يزيدنا إلا شرفا بانتمائنا لهذه المؤسسة العريقة مؤسسة التلفزيون الجزائري. Voilà, Hanan Boulaïou, une réaction? Alors, on était très contents et très ravis d'avoir cet hommage-là, surtout après une année de tournage difficile et un grand effort fourni pour faire ce travail-là. Voilà, en tout cas, bravo. Non, et il y a eu également cette exposition d'affiches et de photographies originales, une collection privée de l'artiste Houari Bouacha, dont l'affiche du premier film algérien réalisé par Mustapha Badia en 1965, qui n'est autre que La Nuit à peur du soleil. Et c'est encore une fois une exposition dédiée à la télévision algérienne qui a eu lieu à la cinémathèque de Soukharas, n'est-ce pas? Justement, alors à cette occasion-là, la télévision algérienne était l'invité d'honneur de la wilaya de Soukharas. Tout le monde fêtait cet événement-là. Alors la télévision algérienne a été honorée par cette exposition qui a été organisée à l'occasion de la projection du film documentaire Royaume numide et la majestueuse, où on a découvert des affiches originales d'anciens films algériens. Et c'était un effort privé de M. Houari Bouacha qui s'intéresse au 7e art. Et ce qui nous a attiré dans cette personne-là, c'est qu'il se déplace là où il a une information qu'il y a une affiche originale d'un film, il se déplace avec ses propres moyens, il achète ces affiches-là et il a fait cette exposition qu'il a dédiée pour la télévision algérienne qui a vraiment une place et une importance considérable dans la société algérienne. Voilà, donc on va suivre ce reportage sur cette exposition. C'est signé encore une fois Hanan Boulaïou, récit de Khaireddine Khaldoun. En marge de cette projection, l'artiste Houari Bouacha a organisé une exposition dans le hall de la Cinémathèque, réunissant des films algériens les plus célèbres, ainsi que des photos anciennes et originales d'artistes algériens. Cette exposition fut aussi organisée à l'honneur de la télévision algérienne, l'école par excellence de l'art et de la création. لقيت باللي السينما الجزائرية يعني ما هيش معرفة كثير للمجتمع الجزائري، رغم أن السينما الجزائرية حازت على جوائز كبيرة من التأسيس تاعها. التأسيس تاعها كان 3 سنين بعد الثورة الجزائرية، لكن الانطلاقة الفعلية كانت في سنة 1965 بأول فيلم اللي عندي لافيش تاعو اللي هو لا نوي ا بور دو سوليل تاع مصطفى بديع. الفيلم هذا نال شهرة كبيرة. بعده في سنوات السبعينات اللي يكون في علم يعني الشباب تاعنا باللي تحصلنا على السعفة الذهبية في مهرجان كان مرتين، مرة بفيلم ريح الأوراس وكرونيك دي زاني دو بريز وقائع سنين الجمر. الاهتمام تاعي في هذا المجال كان عبر البحث على لي زافيش دي فيلم الجيريان. بوتيتر عندي اون سبيسياليتي في تو سكي فيلم دو غير. Cette exposition a été possible grâce à l'amour sans faille que porte Houari au 7e art et ses artistes talentueux. مجموعة من الصور اللي عندي هي صور شفتها بارازار في مطعم في كندا
صاحب المطعم الجزائري يقوم الكويزين c'est-à-dire il propose la cuisine algérienne en même temps le salon il était animé بهاد لي فوتو. هذه اول مره شفت فيها هاد الصور وين j'ai décidé de les avoir pour les montrer هنا en Algérie. درت une petite recherche وين نجمت نحصل نلقى المصور وحصلت على مجموعه من هذه الصور. والهدف من ما كوليكسيون يعني الموهبه او الشغف تاعي بالسينما الجزائريه انا حاب نوصلها للجيل تاع درك وين لازمنا نعرفوا يعني السينما الجزائريه واش دارت واش عملت ولازم يعلم الشباب تاعنا باللي رانا وصلنا للاكبر الجوائز العالميه. السعفة الذهبية في مهرجان كان في مهرجان موسكو مثلا. Voilà, de retour sur notre plateau, nous avons suivi ce reportage où Houari Bouacha, donc, qui est architecte de formation et puis collectionneur de photographies en noir et blanc, donc c'est sa collection finalement. Exactement. Il a été jusqu'au Canada. Jusqu'au Canada pour avoir des photos originales d'artistes algériens. Oui. En tous les cas, il est très attiré par ce domaine-là. En plus de ça, il y a juste un point à soulever, c'est que cette photo noir et blanc, elle a un charme qu'on ne trouve pas dans les photos en couleur. Déjà, exactement, elle est artistique et elle garde cette nostalgie au passé, cette nostalgie au trait d'anciens artistes algériens. Alors si vous êtes là aujourd'hui, Hanan Bourayou, c'est pour nous faire découvrir votre documentaire. Vous avez réalisé ce documentaire intitulé Le Royaume numidie, la majestueuse, de 64 minutes sur l'histoire de l'Algérie à l'époque numide. Pourriez-vous nous en parler tout de suite avant de découvrir un extrait? D'accord. Alors, le documentaire de fiction Royaume numide et la majestueuse, c'est un documentaire de 64 minutes qui traite le thème de l'histoire de l'Algérie au IIIe siècle avant Jésus-Christ et plus précisément à l'époque de l'apparition des royaumes numides. Avant, on savait que c'était des tribus éparpillées dans le territoire du nord africain et après, grâce au Arglid Massinissa, qu'elles ont été unifiées dans un grand royaume qui a pu avoir une place importante dans les événements qui se sont passés au bassin méditerranéen, surtout dans la période du IIIe siècle avant notre ère. On va découvrir un extrait? Oui, bien sûr. Tout de suite, un extrait du documentaire. Donc, Numidie, ça s'intitule donc Le Royaume numidie, la majestueuse. الجزائر هذه الحاضرة العريقة الوجود منذ الأزل، موطن التاريخ العتيق والحضارات المعتقة بعبق الأخبار الخالدة. كل شيء فيها يبدو مميزا، يكتسب أسرارا حضارية دفينة لترويها عبر فصول زمنية ملهمة. أسدت فكر المؤرخين والكتاب وأسالت أبحرا من الحبر لكتابة تاريخها وتمجيد سير شخصيات ذات دور بارز في مسرح الأحداث التي عرفها العالم قديما. فبعد رسو الحضارة الفينيقية على سواحلها الفاتنة ستبرز الحضارة النوميدية العظيمة بقوتها وسيادتها. اعتمد سيفاكس وماسينيسا على نظام محكم وحكيم في إدارة أقاليمهما، إذ عين الملك الوزراء كما زودهم بصلاحيات إدارية واسعة لتسيير الأنظمة المحلية للمملكة. امتلكت ماسيليا وماسيسيليا قوة عسكرية مشهودة بفضل جيش نظامي دائم أغلبه من الفرسان، وقد تضمن الحرس الملكي والمشاة.
وحدات تحت قيادة ضباط يتولون تدريبه. تسلح بأسلحة دفاعية وهجومية واستخدم أدوات الحصار والفيلة. استعمل الفارس النوميدي حسب وصف سترابون سترة متوسطة تغطي بعض جسده وفوقها درع دائري، فيما وضع على ذراعه الأيسر جلد فهد للحماية، وأما الأيمن فيحمل به رمحا. امتطى الفرسان خيل البارب ذو الأصول النوميدية الذي يتميز بقوامه الصلب والمتناسق وقدرته الخارقة على التحمل، وقد اعتبر من أفضل الخيول في الحروب والمعارك. عرف ماسينيسا بعدائه للقرطاجيين والرومان في آن واحد، فكلاهما غريب عن بلاد الأمازيغ نوميديا. Voilà, un réel travail de reconstitution donc historique avec des comédiens, avec donc la cavalerie numide et les costumes donc de l'époque. Tout ça, c'est des illustrations pour le documentaire. Oui, c'est exactement ça. Alors, on a utilisé dans ce documentaire quelques passages d'illustration pour mieux transmettre l'idée, bien expliquer le message, oui. Exactement le message aussi. Alors, comme on a vu ces images-là qui parlent de la cavalerie numide, exactement, oui. La cavalerie numide qui avait un rôle très important dans le déroulement des guerres d'Antiquité, notamment les guerres puniques qui se sont étalées sur plus qu'un siècle entre les Romains et Carthaginois. C'était ça le point fort de la Numidie. Et mis à part la cavalerie numide, on a même parlé de l'aspect culturel et culturel de ce royaume-là, sur le mode de vie des gens, sur la gestion des territoires, sur beaucoup plus l'économie qui était basée sur l'agriculture et surtout l'agriculture des céréales. Et une bibliographie très importante. Exactement. Une page d'histoire très importante de l'Algérie finalement. Et puis le cheval barbe. Exactement, le cheval barbe qui est d'origine nord-africaine. On trouve cette race-là de cheval dans l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et la Libye. Et la caractéristique de ce cheval-là, c'est qu'il a une grande endurance. Et c'est une race qui a été utilisée déjà dans les guerres, dans les anciennes guerres. Et actuellement, on utilise dans la fantasia. C'est généralement cette race de cheval qu'on choisit pour ces activités. Alors, 1 an pour le tournage? Oui. Pour les différents tournages? Exactement. Voilà. C'était lent? C'était lent, mais c'était attirant. Oui. C'était lent, mais attirant. Quelles voilà. sont les contraintes finalement rencontrées sur le terrain? Alors, la première contrainte, c'était peut-être l'absence de sources d'information. La deuxième, des fois, on cherchait des décors. Parce que généralement, là, pour choisir les lieux de tournage, il fallait choisir des endroits vierges. Pour qu'il n'y ait pas de poteaux électriques, ni de passage de voitures, pour beaucoup de raisons. Alors, on a tourné presque dans différentes wilayas d'Algérie, à l'est de l'Algérie, par exemple, dans la wilaya de Soqaras, la wilaya de Constantine, la wilaya de Betna, Guelma, et à l'ouest, dans la wilaya de Intimouchent, là où il y avait la ville de Siga, l'ancienne capitale du roi Sifax. Oui. Et on a tourné même dans la wilaya de Béjaïa, Annaba et Taraf. Et vous avez été récompensé, j'allais dire. Vous avez eu donc 2 trophées. Le premier, le 28 septembre. Oh oui, c'est ça. Et un deuxième, donc tout récemment. Pouvez-vous en parler? Alors, c'était pas vraiment une surprise. Dès qu'on a fini le montage du documentaire, dès qu'on a diffusé quelques images pour faire de la promotion, il a eu un grand impact. Déjà, on était invités au colloque international de la résistance de la femme au Nord-Afrique organisé par le HCA. On a été récompensé, c'était la première projection du documentaire. Et la deuxième fois, c'était le 31 octobre à la wilaya de Soqaras. Voilà. Merci beaucoup, Hanan Bolayo. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter et réalisatrice à la télévision algérienne. C'est un plaisir que de vous recevoir ce matin. Merci d'avoir été parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Nous parler de ce documentaire que vous avez réalisé. Très intéressant en tout cas. Bravo.
Merci, merci Badna. Merci beaucoup. Je pense que voilà, on arrive à la fin de notre émission. Voilà, c'est déjà la fin. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Retrouvez dès demain Amal Almi et puis Mahal Zrabia pour la matinale week-end. J'aurai le plaisir, quant à moi, de vous retrouver la semaine prochaine, lundi et mardi prochain. Inch'Allah, d'ici là, restez fidèles à nos programmes, restez branchés sur Canal Algérie, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, aimez-vous les uns les autres, c'est important, et puis surtout, gardez le sourire. Salam.